Imaginez un pays où, pendant plus de 7 siècles, 3 religions ont coexisté sur le même sol, le christianisme, l'islam et le judaïsme. Un pays qui a envoyé des conquistadors jusqu'au bout du monde, découvert l'Amérique, bâti le plus grand empire colonial de son époque et pourtant décliné en moins de 2 siècles jusqu'à devenir l'un des malades de l'Europe. Un pays qui a traversé une dictature brutale de 36 ans, puis opéré en moins d'une décennie l'une des transitions démocratiques les plus réussies de l'histoire contemporaine. Ce pays, c'est l'Espagne. Son histoire est l'une des plus riches, des plus dramatiques et des plus mal connues du monde. Elle commence bien avant la Reconquista et les caravelles de colons. Elle commence avec les Phéniciens, les Grecs, les Carthaginois, les Romains, les Wisigoths, et surtout avec une civilisation qui a fasciné le monde entier, Al-Andalus. Dans cette vidéo, nous allons traverser toute l'histoire de l'Espagne, des premières traces humaines à la péninsule ibérique jusqu'à l'Espagne d'aujourd'hui. Bienvenue à travers l'histoire. Avant d'être l'Espagne, la péninsule ibérique est l'une des terres les plus riches et les plus disputées de la Méditerranée antique. Les plus vieilles traces humaines en Europe ont été découvertes à Atapuerca, en Espagne. Le site de la Grande Dolina, dans la province de Burgos, a livré des restes d'Homo antecessor datant d'entre 800 000 et 1,2 million d'années, faisant de la péninsule ibérique l'un des berceaux de l'humanité européenne. À partir du premier millénaire avant notre ère, la péninsule attire les grandes puissances commerciales de la Méditerranée antique. Les Phéniciens fondent Gadès, l'actuel Cadix, vers 1100 avant Jésus-Christ, l'une des plus anciennes villes d'Europe occidentale encore habitée. Les Grecs s'installent sur les côtes est et nord, et les Carthaginois, sous la conduite de la famille Barca, dont le célèbre Hannibal, étendent leur influence sur la moitié méridionale de la péninsule. C'est la rivalité entre Carthage et Rome qui va changer définitivement le destin de l'Ibérie. Passée sous la domination romaine après la fin de la Deuxième Guerre punique, qui oppose Rome à Carthage entre 218 et 201 avant Jésus-Christ, l'Espagne connaît une prospérité durable et un niveau de culture élevé. Pendant 4 siècles de domination romaine, la péninsule, rebaptisée Hispania, devient l'une des provinces les plus prospères et les plus romanisées de l'Empire. Elle donne à Rome 2 empereurs illustres nés sur son sol, Trajan, nommé empereur en 98 après Jésus-Christ, et Hadrien, qui lui succède en 117. Elle donne aussi à la littérature latine les philosophes Sénèque et Lucain, tous deux originaires de la province de Bétique dans l'actuelle Andalousie. La paix romaine prend fin au début du 5e siècle, quand des peuples germaniques, Vandales, Suèves et Alans, franchissent les Pyrénées et envahissent la péninsule. Dans le chaos qui s'ensuit, un peuple germanique finit par s'imposer, les Wisigoths. En 409, les barbares pénètrent en Espagne, qui devient le champ de bataille des envahisseurs jusqu'à ce que les Wisigoths s'imposent, assurant une relative sécurité à la péninsule pendant près de 2 siècles. Les Wisigoths font ainsi le royaume de Toulouse au début du 5e siècle, qui comprend une grande partie de la péninsule ibérique. Un siècle plus tard, repoussés par les Francs de Clovis, ils fondent alors le royaume de Tolède, recentré sur l'Hispanie. Ce royaume wisigoth est profondément marqué par la question religieuse. Initialement chrétiens ariens, une doctrine considérée comme hérétique par l'Église romaine, les rois wisigoths se convertissent au catholicisme avec le roi Récarède, lors du concile de Tolède en 589. Cette conversion amorce une union étroite entre le pouvoir royal et l'Église catholique qui va façonner l'Espagne pour des siècles. Mais le royaume wisigoth s'affaiblit progressivement, miné par les luttes internes, les sécheresses et des divisions profondes au sein de l'aristocratie. L'Hispania wisigothique connaissait alors de sérieuses difficultés. Plusieurs sécheresses catastrophiques avaient ruiné et réduit à la misère les populations rurales. En 711, profitant de ces divisions, une armée arabo-berbère composée de quelques milliers d'hommes franchit le détroit de Gibraltar. La monarchie wisigothique s'effondre d'un coup en 711 à l'arrivée des conquérants arabo-berbères.
le roi Rodrigue est défait et tué lors de la bataille du Rio Guadalete. En moins de 5 ans, presque toute la péninsule ibérique tombe aux mains des conquérants musulmans. Le détroit de Gibraltar tire d'ailleurs son nom de cette conquête, Jabal Tariq, la montagne de Tariq, du nom du général berbère Tariq ibn Ziyad qui dirigeait les forces musulmanes. Ce qui se construit alors sur le sol ibérique est l'une des civilisations les plus fascinantes et les plus avancées de son époque. Al-Andalus, le nom arabe de l'Espagne musulmane, devient en quelques décennies un centre intellectuel, artistique et scientifique d'un rayonnement sans précédent en Europe occidentale. Cordoue, sa capitale, devient au Xe siècle l'une des villes les plus peuplées et les plus cultivées du monde occidental, rivalisant avec Constantinople et Bagdad. Les troupes musulmanes progressent de façon très rapide. Tolède, la capitale du royaume, est prise au cours de l'année 712 et la péninsule ibérique est presque totalement soumise en 5 ans. Dans Al-Andalus, musulmans, chrétiens et juifs coexistent dans un système de pluralisme religieux encadré. Les non-musulmans, appelés dhimmis, jouissent d'une autonomie religieuse en échange du paiement d'une taxe spéciale. Ce modèle de convivence ou coexistence est loin d'être parfait. Les non-musulmans ont un statut de second rang, mais il produit une culture de dialogue et d'échange intellectuel remarquable pour l'époque. À Cordoue, les traducteurs arabes préservent et transmettent à l'Europe des textes grecs de philosophie, de médecine et de mathématiques que l'Occident chrétien avait largement perdus. Les grands penseurs, Ibn Rushd, connu en Europe sous le nom d'Averroès, et Maïmonide, philosophe juif de Cordoue, sont deux des figures les plus brillantes de cette époque de fertilisation intellectuelle entre cultures. Les palais, mosquées et jardins construits à cette époque, dont l'Alhambra de Grenade et la Grande Mosquée de Cordoue, comptent parmi les chefs-d'œuvre architecturaux de l'humanité, encore debout aujourd'hui. Mais Al-Andalus n'est pas monolithique. Au début du XIe siècle, l'État omeyyade de Cordoue se fragmente sous la pression militaire en une série de petits États successeurs, connus sous le nom de taïfas. Cette division va progressivement affaiblir la présence musulmane face au royaume chrétien du Nord. Dès la conquête musulmane, des nobles Wisigoths chrétiens se réfugient dans les montagnes cantabriques du Nord, hors de portée des armées arabo-berbères. Le début de la Reconquista est traditionnellement daté de la bataille de Covadonga, vers 718 ou 722, dans laquelle l'armée du royaume des Asturies remporte la première victoire chrétienne contre les forces du califat omeyyade. Ce qui suit est une Reconquista, littéralement une reconquête, qui va durer près de 8 siècles. Elle n'est pas un conflit continu et linéaire, elle est faite de guerres, de trêves, d'alliances parfois surprenantes entre princes chrétiens et musulmans, et de longues périodes de coexistence pacifique. Au fil des siècles, les royaumes chrétiens du Nord, Asturie, Léon, Castille, Aragon et Navarre, s'étendent progressivement vers le sud. Au début du XIIIe siècle, les royaumes chrétiens concluent une alliance entre eux et remportent une victoire décisive lors de la bataille de Las Navas de Tolosa en 1212. Ce succès leur permet de progresser rapidement dans le sud de la péninsule. En 1280, seul le royaume musulman de Grenade survit encore. Le nom de Rodrigo Díaz de Vivar, plus connu sous son surnom arabe El Cid, Monseigneur, incarne cette époque complexe où les frontières religieuses et politiques se mêlent et se croisent. Ce seigneur de guerre castillan du XIe siècle combattra tantôt pour les rois chrétiens, tantôt au service de princes musulmans selon les alliances du moment. La Reconquista se conclut en 1492 avec la prise de Grenade par les rois catholiques, mettant ainsi fin à toute présence de règles musulmanes sur la péninsule ibérique. Par les deux grands faits qui marquent la date de 1492, prise de Grenade et découverte de l'Amérique, le règne des rois catholiques constitue la charnière entre le Moyen Âge et les temps modernes. Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, mariés en 1469,
ont uni leurs couronnes respectives sans pour autant fusionner leurs royaumes. Ce sont ces deux souverains qui financent le voyage de Christophe Colomb. Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb accoste sur les côtes d'Amérique, à San Salvador, dans les Bahamas. Cette découverte ouvre à l'Espagne un empire colonial dont l'ampleur va dépasser toutes les espérances. La même année 1492 est marquée par un troisième événement, moins célébré mais tout aussi lourd de conséquences. Le décret d'expulsion des Juifs d'Espagne, signé le 31 mars 1492, impose à la population juive le choix entre la conversion ou l'exil. Entre 50 000 et 150 000 Juifs quitteront ainsi l'Espagne. 10 ans plus tard, les musulmans restés en Espagne subiront un sort similaire. Cette triple année 1492, Grenade, Colomb, expulsion des Juifs, condense à elle seule les tensions fondamentales de l'histoire espagnole, la grandeur conquérante et l'intolérance religieuse. Au XVIe siècle, l'Espagne devient la première puissance mondiale de son époque. L'empire colonial, né essentiellement de l'exploration du Nouveau Monde à partir de 1492, de la chute de l'empire aztèque sous les coups des conquistadors d'Hernán Cortés entre 1519 et 1521, puis du lancement de la conquête de l'empire inca par Francisco Pizarro en 1532, s'étend sur la partie occidentale de l'Amérique du Sud. Charles Quint, petit-fils des rois catholiques, hérite à la fois de la couronne d'Espagne et du trône du Saint-Empire romain germanique. Pour la première fois depuis l'Empire romain, une seule famille contrôle une immense partie de l'Europe et du monde connu. L'argent des Amériques, l'or et l'argent extraits des mines du Mexique et du Pérou, affluent à Séville, finançant les armées espagnoles, les arts et l'architecture. C'est le siècle d'or espagnol qui voit fleurir une culture extraordinaire. Cervantes écrit Don Quichotte, Velázquez peint ses chefs-d'œuvre et Lope de Vega révolutionne le théâtre. Mais cet afflux de métaux précieux crée aussi une inflation chronique et une économie qui dépend trop de l'importation des richesses coloniales au lieu de développer son tissu productif intérieur. La puissance espagnole repose sur des fondations plus fragiles qu'il n'y paraît. Au XVIIe siècle, le déclin s'accélère. Les guerres incessantes épuisent les finances royales. Les Pays-Bas protestants se révoltent et finissent par obtenir leur indépendance. L'Espagne acquit en partie sa puissance politique, économique et militaire par un afflux considérable de métaux précieux en provenance des Amériques. Mais cet afflux ne peut compenser indéfiniment les coûts de la guerre et la stagnation économique intérieure. Si ce voyage à travers l'histoire de l'Espagne vous passionne, de la splendeur d'Al-Andalus à la conquête des Amériques, de Franco à la transition démocratique, abonnez-vous à travers l'histoire et activez la cloche. Chaque semaine, une nouvelle époque, un nouveau regard. Et restez jusqu'à la fin, parce que les 3 derniers siècles de l'histoire espagnole sont parmi les plus dramatiques de toute l'Europe. En déclin au XVIIe siècle, le pays se redresse à la suite de la guerre de succession d'Espagne et à l'accession au trône des Bourbons en 1700. Cette guerre de succession, qui implique toutes les grandes puissances européennes, se conclut par le traité d'Utrecht de 1713 qui entérine l'avènement des Bourbons en Espagne, mais ampute le pays de Gibraltar, cédé à la Grande-Bretagne, et de ses possessions européennes en Belgique et en Italie. En 1808, Napoléon Bonaparte renverse la monarchie espagnole et place son frère Joseph sur le trône. Cette occupation déclenche la Guerra de la Independencia, ce que les Espagnols appellent la guerre contre la Napoléon et que les Britanniques, qui y participent aux côtés des Espagnols, appellent la guerre de la péninsule. C'est dans ce conflit qu'émerge le concept de guérilla, littéralement « petite guerre », désignant la résistance populaire armée espagnole contre les armées napoléoniennes régulières. Ce mot, entré dans toutes les langues du monde, est l'un des nombreux héritages linguistiques que l'espagnol a laissés à la planète. Napoléon est finalement chassé de la péninsule en 1814. Mais l'onde de choc de l'occupation française a réveillé en Amérique latine les aspirations à l'indépendance. Entre 1810 et 1826,
Presque toutes les colonies américaines de l'Espagne, du Mexique à l'Argentine, du Venezuela au Pérou, proclament leur indépendance. L'empire colonial espagnol, qui avait mis 3 siècles à construire, s'effondre en moins de 20 ans. Le 19e siècle espagnol est une période d'instabilité chronique, marquée de pronunciamentos, des coups d'État militaires à répétition, de guerres carlistes opposant prétendants au trône et d'une alternance entre régimes libéraux et conservateurs qui ne parviennent jamais à stabiliser durablement le pays. En 1898, l'Espagne perd ses dernières colonies, Cuba, Porto Rico et les Philippines, après une guerre désastreuse contre les États-Unis. C'est la génération de 98, du nom des intellectuels et écrivains espagnols qui, dans la désillusion de cette défaite, s'interrogent sur l'identité nationale et l'avenir de leur pays. Au début du XXe siècle, l'Espagne est un pays profondément divisé. Entre villes et campagnes, entre laïcs et catholiques, entre propriétaires terriens et paysans sans terre, entre régions centralistes et régions à forte identité propre, comme la Catalogne et le Pays basque. En 1931, le roi Alphonse XIII abdique et la Seconde République espagnole est proclamée, dans l'euphorie d'une large partie de la population. Mais la République est immédiatement confrontée à des divisions profondes et à une instabilité politique extrême, oscillant entre gouvernements de droite et de gauche, sans parvenir à consolider ses réformes. Le 17 juillet 1936, une partie de l'armée espagnole, dirigée par plusieurs généraux, dont Franco, se soulève contre le gouvernement républicain. C'est le début de la Guerre civile espagnole, l'un des conflits les plus douloureux et les plus symboliquement chargés du XXe siècle. Pendant 3 ans, les républicains, soutenus par l'URSS et par les brigades internationales, ces volontaires venus du monde entier au nom de l'antifascisme, affrontent les nationalistes de Franco, soutenus militairement par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste de Mussolini. Le bombardement de la ville basque de Guernica, le 26 avril 1937 par l'aviation nazie, au service de Franco, entre dans la mémoire collective mondiale grâce au tableau que Pablo Picasso lui consacre, l'une des œuvres d'art les plus célèbres et les plus politiques du XXe siècle. En avril 1939, les forces nationalistes de Franco s'emparent de Madrid. La guerre civile espagnole se termine avec une victoire totale des nationalistes. Le bilan humain est estimé à plusieurs centaines de milliers de morts au combat, auxquels s'ajoutent les victimes des répressions, des exécutions politiques et des maladies. Des centaines de milliers d'Espagnols républicains partent en exil, notamment en France et au Mexique. Franco instaure une dictature qui durera 36 ans. L'Espagne de Franco est un régime autoritaire fondé sur 4 piliers: l'armée, l'Église catholique, le parti unique phalangiste et la répression systématique de l'opposition politique. Les langues régionales, le catalan, le basque, le galicien, sont interdites dans l'espace public. Les syndicats libres sont dissous, les partis politiques sont prohibés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Franco maintient l'Espagne dans une neutralité ambiguë, sympathisant avec les puissances de l'Axe sans entrer en guerre, une décision qui lui permettra de survivre à leur défaite et d'éviter le sort réservé aux régimes fascistes d'Italie et d'Allemagne. Pendant les années 1950 et 1960, sous la pression américaine, qui voit dans l'Espagne un bastion anticommuniste utile en pleine guerre froide, Franco amorce une libéralisation économique partielle, avec l'aide de technocrates liés à l'Opus Dei. Cette période, connue sous le nom d'El Desarrollismo, le développementisme, voit l'économie espagnole se transformer rapidement, passant d'une société rurale à une société industrielle et de services. Des millions d'Espagnols migrent vers les villes et vers le nord de l'Europe à la recherche de travail. Le tourisme de masse commence à transformer les côtes espagnoles. Mais la répression politique reste implacable jusqu'à la fin. En 1975, quelques semaines avant sa mort, Franco fait encore exécuter 5 militants politiques, le dernier acte de violence d'un régime qui avait réprimé sans relâche toute forme d'opposition pendant 36 ans. Le 20 novembre 1975, Franco meurt.
Ce qui se passe ensuite est l'une des transitions politiques les plus remarquables de l'histoire contemporaine. Après presque 4 décennies de dictature, Franco meurt en novembre 1975. Cet événement ouvre la voie à un processus de transition démocratique. Juan Carlos Ier accède alors au trône et engage rapidement des réformes démocratiques. Juan Carlos Ier, que Franco avait lui-même désigné comme successeur, surprend tout le monde en devenant l'un des artisans les plus déterminants de la démocratie espagnole. Sous son impulsion, Adolfo Suárez est nommé Premier ministre et engage le démantèlement du régime franquiste de l'intérieur, par voie légale. En 1977, les premières élections libres depuis 1936 se tiennent en Espagne. En 1978, une nouvelle constitution est adoptée par référendum avec une large majorité. L'Espagne devient une monarchie constitutionnelle et un État de droit. En février 1981, un groupe de militaires tente un coup d'État. Le colonel Terrero envahit le Parlement espagnol avec ses hommes armés. C'est l'intervention personnelle et télévisée du roi Juan Carlos Ier, appelant à la défense de la démocratie, qui fait échouer le putsch. Cet épisode, connu sous le nom de 23F, est considéré comme le moment décisif qui a consolidé définitivement la démocratie espagnole. L'année 1986 est significative car elle marque l'entrée de l'Espagne dans la communauté économique européenne. Cette adhésion a apporté croissance économique et modernisation, transformant l'Espagne en l'une des économies dynamiques de l'Europe. Les décennies suivantes sont marquées par une prospérité économique croissante, une intégration pleine dans l'espace européen et une reconnaissance culturelle internationale. Les Jeux olympiques de Barcelone en 1992 et l'Exposition universelle de Séville la même année illustrent cette nouvelle confiance en soi d'une Espagne modernisée. Le 11 mars 2004, des attentats terroristes à Madrid, coordonnés par des cellules islamistes radicales, font 191 morts et près de 2000 blessés. C'est la pire attaque terroriste de l'histoire espagnole. La crise financière de 2008 frappe l'Espagne particulièrement durement, avec un taux de chômage qui dépasse les 25% au plus haut de la récession. La question de l'indépendance catalane revient avec force sur le devant de la scène au cours des années 2010, cristallisant des tensions entre identités régionales et nationales qui traversent l'histoire espagnole depuis des siècles. Aujourd'hui, l'Espagne est la 4e économie de la zone euro, un pays de 47 millions d'habitants, membre fondateur de l'espace Schengen et l'un des pays les plus visités au monde, avec plus de 85 millions de touristes accueillis chaque année. L'histoire de l'Espagne est celle d'une péninsule au carrefour de 3 continents, Europe, Afrique, Amérique, et de 3 grandes religions abrahamiques. C'est l'histoire d'un pays qui a connu, en 7 siècles d'Al-Andalus, l'une des expériences de coexistence multiculturelle les plus riches de l'histoire médiévale, puis qui l'a brisée au nom d'une unité religieuse forcée. C'est l'histoire d'un empire qui a connecté le monde ancien avec le nouveau monde, au prix de conquêtes et de destructions qui ont laissé des traces profondes dans les sociétés latino-américaines jusqu'à aujourd'hui. C'est enfin l'histoire d'une démocratie récente, née en 1978, plus jeune que beaucoup de ses voisins, qui a prouvé qu'une société peut se transformer profondément et pacifiquement après des décennies de dictature. L'Espagne n'est pas seulement un pays de soleil, de flamenco et de tapas. C'est l'une des histoires humaines les plus complexes, les plus denses et les plus universelles de toute l'Europe. Et vous, quel moment de cette histoire vous a le plus marqué ? La splendeur d'Al-Andalus et sa coexistence unique entre 3 religions, l'année 1492 avec la prise de Grenade, la découverte de l'Amérique et l'expulsion des Juifs, tout cela en quelques mois. La guerre civile et le bombardement de Guernica, ou cette transition démocratique remarquable qui a transformé le pays en moins d'une décennie après 36 ans de dictature. Répondez dans les commentaires, nous lisons chaque message avec attention.
Si ce voyage vous a enrichi, laissez un pouce bleu. C'est un geste simple qui nous aide énormément. Abonnez-vous à travers l'Histoire et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Partagez cette vidéo parce que l'histoire mérite d'être racontée au plus grand nombre et surtout telle qu'elle s'est vraiment passée. La prochaine fois, une nouvelle civilisation, une nouvelle grandeur, une autre chute. À très bientôt, à travers l'Histoire.